Tu as volé le pendentif de ma mère, dit le millionnaire à la nouvelle femme de ménage. Le bruit de la porte qui claque résonna dans le manoir comme un coup de feu. Céleste arrêta de nettoyer le miroir dans le hall d'entrée. Ses mains tenant un chiffon humide tremblaient légèrement. Le son des pas lourds de Dante qui s'approchait fit battre son cœur plus vite. « Où as-tu eu ça ?» Sa voix trancha le silence comme une lame. Elle se retourna lentement, rencontrant les yeux sombres de Dante fixés sur son cou. Son visage, qui une minute auparavant souriait tendrement alors qu'elle arrangeait les fleurs dans un vase, était maintenant tendu de colère. La mâchoire serrée, les poings serrés le long de son corps. « Signor Dante, je ne comprends pas. » Céleste toucha instinctivement le petit pendentif en or qui brillait sur son uniforme rouge. « Ce pendentif. » Il pointa du doigt, faisant un pas en avant. « Où diable as-tu trouvé cette chose ?» Le ton de sa voix fit reculer Céleste jusqu'à ce que son dos touche le mur froid du couloir. Elle n'avait jamais vu Dante ainsi. Pendant les 3 semaines où elle avait travaillé au manoir, il avait toujours été poli, voire sympathique. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, la remerciait pour sa minutie dans le nettoyage. Parfois, il lui offrait même un café lorsqu'elle finissait d'organiser la bibliothèque. « J'ai toujours eu ce pendentif, signor, depuis l'enfance. » Mensonge, le mot sortit comme un cri. Cette pièce est unique, elle a été fabriquée spécialement pour ma famille. Il n'en existe que 2 dans le monde entier. D'autres employés commencèrent à apparaître dans les couloirs. Marina, la cuisinière, regardait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, les yeux écarquillés. Carlos, le jardinier, s'arrêta au milieu de l'escalier avec un arrosoir à la main. Tous observèrent la scène en silence, comme s'ils regardaient un accident sur le point de se produire. « Ma mère était ici la semaine dernière, » continua Dante. Sa voix devenait plus forte à chaque mot. Elle portait exactement le même pendentif. Et maintenant, comme par magie, tu apparais avec un identique. Céleste sentit les larmes lui brûler les yeux. Le pendentif était son seul lien avec un passé dont elle pouvait à peine se souvenir. Des souvenirs fragmentés d'une femme aux cheveux bruns qui lui chantait des berceuses, d'un petit frère avec qui elle jouait dans le jardin, d'une grande maison avec des escaliers en marbre. « Signor, je vous jure que je n'ai rien volé. Ce pendentif est à moi depuis toujours. Mes parents me l'ont donné quand j'étais petite. »« Tes parents ?» Dante rit, mais c'était un rire amer, sans joie. Quelle coïncidence! Et t'ont-ils expliqué comment ils ont obtenu une pièce unique du bijoutier le plus exclusif du pays? La pièce plongea dans un silence total. Même la vieille horloge sur le mur semblait avoir cessé de faire du bruit. Céleste serra fermement le pendentif, sentant le métal chauffer sous ses doigts. C'était une petite rose en or avec des pétales finement sculptés, aussi familière que sa propre respiration. « Je vais appeler la police », annonça Dante, sortant un téléphone portable de sa poche. « Le vol est un crime. Je ne tolérerai pas cela dans ma maison. S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Céleste fit un pas en avant, mais il leva la main pour l'arrêter. « Reste où tu es. Ne bouge pas d'1 centimètre. » Les larmes coulèrent enfin sur le visage de Céleste. Elle pensa à ses parents adoptifs, Antonio et Rosa, qui avaient travaillé toute leur vie pour lui donner une éducation décente. Ils avaient toujours été honnêtes, travailleurs, ils n'auraient jamais rien volé. Et ce pendentif, ils avaient toujours dit qu'il était venu avec elle quand elle avait rejoint la famille. « Signor Dante, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Il composa un numéro sur le téléphone. « Allô, la police. Je voudrais signaler un vol. » Céleste ferma les yeux, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. En quelques minutes, sa vie tranquille s'était transformée en cauchemar. L'homme qu'elle avait commencé à admirer, qui traitait tout le monde avec respect, la regardait maintenant comme si elle était la pire criminelle du monde. Mais pourquoi ce pendentif était-il si important? Et pourquoi, en regardant les yeux en colère de Dante, avait-elle l'étrange sensation d'avoir déjà vu ce regard auparavant? Il y a 3 semaines, Céleste se tenait devant les imposantes grilles du manoir Cavalcanti, tenant une petite valise et un papier avec l'adresse. Ses cheveux bruns étaient attachés en un simple chignon, et elle portait l'uniforme rouge qu'elle avait acheté avec ses dernières économies. « Tu peux le faire, Céleste », se murmura-t-elle, touchant le pendentif sous le col de son uniforme. « C'est ton porte-bonheur depuis toujours. » Le besoin de travailler était venu d'urgence. Ses parents adoptifs, Antonio et Rosa, faisaient face à des difficultés financières après que la petite boulangerie familiale ait dû fermer. Rosa était malade et avait besoin de médicaments coûteux, et Antonio, à 65 ans, ne pouvait plus faire de travaux lourds. Céleste avait abandonné ses études d'administration en 3e année pour aider sa famille. Ce n'était pas la première fois qu'elle sacrifiait ses rêves pour les parents qui l'avaient
élevée avec tant d'amour. Il l'avait entrouvée alors qu'elle n'avait que 4 ans, perdue et confuse à la gare routière, sans documents, sans famille, juste avec le pendentif autour du cou et des souvenirs fragmentés d'une vie antérieure. L'interphone sonna et une voix féminine lui répondit. « Bonjour, je suis Céleste. Je viens pour le poste de femme de ménage. Entrez, ma chère. Suivez le chemin jusqu'à la maison principale. » Les portes s'ouvrirent automatiquement, révélant un jardin qui semblait sorti d'un film. Des fleurs colorées formaient des motifs parfaits. Des fontaines à l'eau cristalline créaient une douce mélodie, et la maison était comme un palais. Lorsque Céleste arriva à la porte principale, elle fut accueillie par Marina, une dame agréable aux cheveux gris, qui la conduisit au salon. « Signor Dante va vous recevoir maintenant. Il aime rencontrer personnellement tous les employés. » Céleste regarda la pièce avec admiration. Les murs étaient bien couverts de peintures anciennes. Des meubles en bois nobles occupèrent l'espace avec élégance, et un escalier en marbre montait au 2e étage. Tout cela était très familier, bien qu'elle soit sûre de n'avoir jamais été ici auparavant. « Vous devez être Céleste. » Une voix masculine la fit se retourner. Dante descendait l'escalier d'un pas ferme. Il était plus jeune qu'elle ne l'imaginait. Peut-être au début de la trentaine. Cheveux sombres, bien coiffés, un costume décontracté mais visiblement cher. Ses yeux étaient vraiment d'un brun profond, et quand il sourit, tout son visage s'illumina. « Oui, signor, très heureuse. Le plaisir est pour moi. Vous pouvez m'appeler simplement Dante. Pas besoin de formalités excessives. » Ils parlèrent quelques minutes. Dante posa des questions sur son expérience, ses disponibilités, si elle avait une famille. Céleste mentionna ses parents adoptifs avec tendresse, expliqua qu'elle avait grandement besoin du travail, mais n'entra pas dans les détails de son enfance. « Vous semblez être une personne dévouée, » dit Dante en l'observant attentivement. « La maison est grande, donc le travail sera difficile, mais Marina et Carlos, notre jardinier, vous aideront si vous en avez besoin. »« Je n'ai pas peur du travail difficile, signor Dante. » Il sourit à nouveau. Il y avait quelque chose dans ce sourire qui faisait que Céleste se sentait chez elle. « Parfait. Vous pouvez commencer dès demain. Marina vous montrera où se trouvent les produits de nettoyage et vous expliquera la routine. » Dans les semaines qui suivirent, Céleste s'adapta rapidement à la routine du manoir. Elle se levait tôt, arrivait toujours à l'heure et travaillait avec une telle minutie qu'elle impressionnait tout le monde. Dante louait souvent son travail, s'arrêtant parfois pour discuter lorsqu'il la rencontrait en train de nettoyer la bibliothèque ou d'organiser la salle à manger. « Avez-vous une façon particulière de traiter les choses ?» dit-il un matin en la regardant ranger les livres. « On dirait que vous connaissez cette maison depuis des années. » Céleste rit, mais à l'intérieur elle sentit un étrange frisson. En effet, elle avait l'impression de connaître chaque recoin de cette maison. Elle savait instinctivement où se trouvaient les choses, quelle était la meilleure façon de nettoyer chaque objet, même où se trouvaient quand les interrupteurs dans les couloirs sombres. « Ce doit être l'intuition, » répondit-elle en évitant de le regarder droit dans les yeux. Dante n'était pas comme les patrons qu'elle s'était imaginés. Il ne l'avait jamais traitée comme une inférieure. Il la remerciait toujours pour le travail bien fait et lui demandait même parfois son avis sur de petits changements dans la décoration. Céleste commença à l'admirer non seulement comme patron, mais aussi comme personne. « Ma mère vient me rendre visite la semaine prochaine, » dit-il un jour, alors qu'elle nettoyait les fenêtres du salon. « Isabella est un peu exigeante avec la propreté, mais je suis sûr qu'elle sera impressionnée par votre travail. Je ferai encore plus d'efforts. Ce n'est pas nécessaire. Vous faites déjà un travail parfait. » La visite d'Isabella dura 3 jours. Céleste ne la vit que de loin, à quelques reprises. Une dame élégante, aux cheveux gris, qui portait des bijoux discrets mais visiblement chers. Pendant toute la visite, Céleste remarqua que la mère de Dante portait un pendentif en or, très similaire au sien, mais n'y prêta pas attention à ce moment-là. Après le départ d'Isabella, Dante devint plus animé, plus bavard. Il semblait heureux d'avoir passé du temps avec sa mère. « Elle a beaucoup aimé votre travail, » dit-il à Céleste le lendemain. Elle a dit que la maison n'avait jamais été aussi bien entretenue. Céleste sourit, se sentant fière. Elle commençait à se sentir partie prenante de cette maison, de cette routine. Dante la traitait avec tant de respect qu'elle en oubliait presque qu'elle n'était qu'une employée. C'est pourquoi son explosion de colère l'avait prise si au dépourvu. En quelques secondes, toute la sympathie et la confiance construites au cours des dernières semaines avaient disparu, remplacées par la suspicion et l'hostilité. Et maintenant, alors qu'elle entendait Dante parler à la police, Céleste se demandait comment tout avait si mal tourné, si rapidement. L'arrivée de la police transforma le manoir en un champ de bataille silencieux. L'inspecteur Marcos, un homme d'âge moyen à la moustache grise, entra accompagné d'une jeune policière qui portait un calepin. « Signor Cavalcanti, vous avez dit qu'il y avait eu un vol ?»
demanda Marcos, sortant un petit dictaphone de sa poche. Exactement. Dante désigna Céleste qui se tenait appuyée contre le mur, les yeux rouges de larmes. Cet employé porte un pendentif qui appartient à ma famille, une pièce unique évaluée à plus de 50 000 réaux. Céleste sentit ses jambes trembler en entendant cette somme. 50 000 réaux, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. « Madame, pourriez-vous nous montrer le pendentif ?» demanda la policière en s'approchant d'une voix douce. Les mains tremblantes, Céleste retira le collier de son cou et le lui tendit. L'inspecteur examina la pièce avec une petite loupe, la tournant de tous les côtés. « Y a-t-il une gravure ou une marque qui prouve la propriété ?» demanda Marcos à Dante. « Bien sûr qu'il y en a une. Cette pièce a été fabriquée par la bijouterie Bernard en 1985. Seules 2 unités ont été produites. Une pour ma mère, Isabella Cavalcanti, et une autre pour ma sœur aînée, qui a disparu quand elle était enfant. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son de la vieille horloge dans le couloir. Céleste leva brusquement la tête. Sa sœur avait disparu. « Ça ne te regarde pas !» explosa Dante. « Tu as volé le pendentif de ma mère quand elle était ici la semaine dernière. » Signor Cavalcanti, intervint l'inspecteur Marcos. « Gardons notre calme. Madame, comment avez-vous obtenu ce pendentif ?» Céleste essuya ses larmes du dos de sa main. « Mes parents me l'ont donné quand j'étais petite. Ils ont toujours dit que je le portais quand ils m'ont trouvé. » « Trouvé où ?»« À la gare routière de la ville. J'avais 4 ans et j'étais perdu. Je ne me souvenais de rien. Je ne connaissais que mon nom. » Dante grimaça d'incrédulité. « Quelle histoire commode. Maintenant, tu vas dire que tu es ma sœur perdue. Quelle incroyable coïncidence. Je ne dis rien de tel, cria-t-elle en retour, surprise de sa propre audace. Je sais seulement que ce pendentif est à moi depuis toujours. Assez. Dante frappa du poing sur la table basse, faisant trembler un vase en cristal. Je ne vais plus écouter cette comédie. Je veux qu'elle soit arrêtée immédiatement. Marina, qui observait tout depuis la porte de la cuisine, s'approcha avec hésitation. « Signor Dante, avec votre permission, peut-être devrions-nous écouter ce qu'elle a à dire ? Marina, tu travailles ici depuis 15 ans. » se tourna vers elle Dante. « Tu connais ma famille, tu connais notre histoire. Comment peux-tu défendre une voleuse ? Je ne défends personne, signor. Je pense juste... » « Tu ne penses rien. Retourne à la cuisine. » Marina baissa la tête et s'éloigna. Mais Céleste vit l'expression de doute dans ses yeux. Il y avait quelque chose que la cuisinière voulait dire, mais n'osait pas. Carlos, le jardinier, qui avait été témoin de toute la scène initiale, restait toujours dans l'escalier, observant tout avec une expression préoccupée. Il connaissait la famille Cavalcanti depuis plus longtemps que n'importe quel autre employé. « Signor Dante, osa parler Carlos, puis-je dire quelque chose maintenant ?»« Non, Carlos, répondit sèchement Dante, mais c'est à propos de la petite Nadejda. » J'ai dit non. L'inspecteur Marcos examina à nouveau le pendentif, le comparant aux photos que Dante montrait sur son téléphone portable, des images de sa mère portant une pièce identique. Les pièces te sont vraiment identiques, admit-il. Signor Cavalcanti, pouvez-vous prouver que ce pendentif spécifique appartenait à votre mère ? Bien sûr que je le peux. Je vais l'appeler tout de suite. Dante composa le numéro avec des doigts tremblants. Tout le monde se tut, n'écoutant qu'une extrémité de la conversation. « Maman, oui, c'est moi. J'ai besoin que tu me confirmes quelque chose de très important. Ton pendentif, celui avec la rose en or... Comment ça ? Il est à ton cou en ce moment ? Tu es sûr ? Non, maman, ce n'est rien de grave. Je t'expliquerai plus tard. » Dante raccrocha, le visage pâle. Les policiers et l'inspecteur échangèrent un regard. « Un problème, signor ?» demanda Marcos. « Ma mère a dit qu'elle portait son pendentif en ce moment, qu'elle ne l'avait jamais enlevé de son cou depuis qu'elle était rentrée à la maison. » Un silence gêné envahit la pièce. Céleste ressentit un mélange de soulagement et de confusion. Si Isabella a son pendentif, cela signifie qu'il existe 3 pendentifs identiques, remarqua la policière. Non, seulement 2, comme vous l'avez affirmé, dit Dante passant une main dans ses cheveux, visiblement perturbé. C'est impossible. Mon père n'a commandé que 2 pièces. J'ai vu les documents de la bijouterie. Signor Cavalcanti, proposa l'inspecteur, et si nous vérifions ces documents, et peut-être serait-il intéressant de parler à quelqu'un de la bijouterie Bernardès. La bijouterie a fermé il y a 10 ans, marmonna Dante, toujours en train de digérer ce qui s'était passé. Céleste trouva le courage de parler. Puis-je voir une photo de votre sœur disparue ? Pourquoi ? Demanda Dante avec hostilité. Peut-être que je me souviendrai de quelque chose de mon enfance. Tu es folle si tu penses que je vais croire à cette comédie. Mais l'inspecteur Marcos semblait intéressé. Signor, cela ne coûte rien d'essayer. Si madame a vraiment été trouvée à 4 ans avec ce pendentif, il pourrait y avoir un lien. Dante hésita, mais finit par reprendre son téléphone portable.
Il fit défiler les photos pendant quelques minutes avant de montrer l'écran à Céleste. C'était ma sœur Nadejda. La photo a été prise 2 jours avant sa disparition. Céleste regarda l'image et sentit le monde tourner autour d'elle. La fillette sur la photo avait environ 4 ans, des cheveux châtains clairs en tresse, de grands yeux et un sourire timide. Mais ce qui la frappa le plus, c'est que l'enfant portait exactement le même pendentif qu'elle tenait dans ses mains. Céleste ne trouvait pas ses mots. « Que se passe-t-il » demanda la policière. « Cette fille me ressemble quand j'étais enfant. Mes parents adoptifs ont une photo de moi au même âge, et je portais ce même pendentif. » Dante rit amèrement. « Comme c'est pratique. Maintenant tu vas dire que tu te souviens de tout. »« Je ne me souviens pas de tout, » cria Céleste bouleversée. « Je n'ai que des fragments. Une femme qui chante une berceuse, un petit garçon qui joue avec moi dans le jardin, une grande maison avec des escaliers en marbre comme celle-ci. Assez de ce spectacle ridicule. » Carlos, qui était resté silencieux tout ce temps, prit enfin la parole. « Signor Dante, excusez-moi d'insister, mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. Carlos, je t'ai déjà dit que... » C'est à propos du jour où la petite Nadejda a disparu. Carlos parla plus fort, interrompant Dante. « Je travaillais dans le jardin quand j'ai vu votre oncle Benedicto parler à un inconnu près du portail. » Tout le monde se tourna vers le jardinier. C'était un homme simple, peu bavard, mais son expression était sérieuse. « Quel homme ?» demanda l'inspecteur. « Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il était habillé comme un chauffeur. Il avait une voiture sombre. Votre oncle lui a donné quelque chose. » Cela ressemblait à un enfant endormi. Dante devint livide. « Pourquoi n'as-tu jamais parlé de ça ? » ?»« Parce que votre oncle m'a menacé après. Il a dit que si je disais quelque chose, il inventerait que j'avais volé quelque chose dans la maison et m'enverrait en prison. J'étais jeune, signor. J'avais peur. »« Carlos. » L'inspecteur s'approcha. « C'est très important. Vous souvenez-vous d'autres détails de ce jour-là ? Je me souviens que l'enfant avait un pendentif doré brillant autour du cou, le même que celui-ci. Il désigna le pendentif dans les mains de l'inspecteur. Céleste sentit ses jambes flageoler. Marina se précipita pour la soutenir avant qu'elle ne tombe. « Respire, ma chère, respire profondément. »« Signor Dante, » dit Marina d'une voix ferme. « Maintenant que Carlos a dit la vérité, j'ai aussi besoin de dire la mienne. »« Marina, que veux-tu dire ? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la disparition de Nadejda. Un enfant ne disparaît pas de sa propre chambre sans laisser de traces, mais votre oncle Benedicto a insisté sur le fait qu'elle était sortie seule par la fenêtre. Et tu l'as cru ? Non, je n'y ai jamais cru. Mais quand j'ai essayé de parler à vos parents, Benedicto m'a convaincu de me taire. Il a dit que les enquêtes policières ne feraient qu'apporter plus de douleur à la famille. » Dante s'assit lourdement dans un fauteuil, la tête entre les mains. « Mes parents ont souffert pendant des années en cherchant Nadejda. Ma mère ne s'est jamais complètement remise de la perte. »« Eh bien, signor Cavalcanti, » dit l'inspecteur en rangeant son dictaphone. « Sur la base de ces témoignages, je crois que nous avons suffisamment de motifs pour rouvrir l'affaire de la disparition de votre sœur et aussi pour enquêter sur votre oncle Benedicto pour suspicion d'enlèvement. Et si je ne suis pas vraiment Nadejda ? Demanda Céleste d'une voix faible. Et si c'est juste une terrible coïncidence ? Il y a un moyen de le savoir, répondit Marcos. Un test ADN. Avec les cheveux restés dans les vieilles brosses de Nadejda, nous pouvons faire une comparaison. Dante regarda Céleste pour la première fois depuis que tout avait commencé, sans colère dans les yeux. Il y avait quelque chose d'autre, de l'espoir, mêlé de peur. « Tu veux faire le test ? » ?»« Oui, » répondit Céleste sans hésitation. « J'ai besoin de connaître la vérité, même si elle est douloureuse. »« Bien. » L'inspecteur se leva. « J'organiserai tout pour demain matin. En attendant, je vous suggère de parler davantage. Peut-être que certains souvenirs reviendront naturellement. » Après le départ de la police, le manoir plongea dans un silence pesant. Dante resta dans le salon, feuilletant de vieux albums photos. Céleste était dans la cuisine avec Marina, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. « Marina, » demanda Céleste, « comment était Nadejda ? Tu te souviens d'elle ? » C'était une fille douce, curieuse, toujours souriante. Elle aimait aider à la cuisine, jouer dans le jardin avec son petit frère. Elle avait un rire agréable, et elle te ressemblait. Marina regarda Céleste avec tendresse. « Ma chère, depuis le premier jour où tu es entrée dans cette maison, j'ai senti quelque chose de familier, mais je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Tu penses que je suis elle ? Je pense que le cœur d'une mère reconnaît toujours son enfant, et je suis sûr que lorsque Donna Isabella te verra, elle saura immédiatement la vérité. » Céleste toucha à nouveau l'endroit sur son cou, où le pendentif pendait habituellement. Elle se sentait nue sans lui, comme si une partie importante d'elle avait été enlevée. « Marina, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr, ma chère. » «
Si je suis vraiment Nadejda, est-ce que ça change quelque chose? Je reste la même personne que j'ai toujours été, n'est-ce pas? Marina sourit et serra Céleste fort dans ses bras. Bien sûr que tu restes. Tu seras toujours la Céleste que nous connaissons et aimons. Tu auras juste un peu plus d'histoire à raconter. Pendant ce temps, dans le salon, Dante regardait une photo spécifique. Lui et Nadejda lors du dernier Noël qu'ils avaient passé ensemble. Il n'avait que 2 ans, elle en avait 4. Ils se tenaient sans cela un an sous le sapin de Noël, entourés de cadeaux, souriant à l'appareil photo. Pour la première fois depuis des années, Dante s'autorisa à espérer que, peut-être, juste peut-être, sa famille était enfin sur le point d'être à nouveau complète. L'enquête officielle commença le lendemain matin. L'inspecteur Marcos arriva tôt au manoir, accompagné d'une équipe technique qui préleva des échantillons d'ADN de Céleste pour les comparer aux anciens dossiers médicaux de Nadejda. « Le résultat sera prêt dans 48 heures, expliqua Marcos. En attendant, nous allons interroger votre oncle Benedicto. Dante avait passé toute la nuit sans dormir, marchant dans les couloirs du manoir et regardant les vieilles photos de famille. Quand il rencontra Céleste dans la cuisine le matin, son expression était complètement différente de la veille. « Céleste, j'ai besoin de m'excuser. » Il s'assit à la table de la cuisine, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Hier, j'ai été un parfait idiot. Tu défendais la mémoire de ta famille, répondit-elle en versant du café pour eux deux. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Dante secoua la tête. Je t'ai fait confiance dès le premier jour. Tu as travaillé ici avec tant d'amour, tant de soin. Et à la première difficulté, je t'ai traité comme une criminelle. Marina, qui préparait le petit déjeuner, commenta sans les regarder. Signor Dante, je peux dire quelque chose? Bien sûr, Marina. Depuis que Céleste est arrivée ici, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les deux se tournèrent vers la cuisinière qui arrêta enfin de remuer la casserole et les regarda. Elle connaît cette maison comme si elle y était née. Elle sait où sont les interrupteurs dans le noir. Elle connaît toutes les pièces, même si elle n'y est jamais allée. Et... Marina hésita. Elle arrange les choses exactement comme votre sœur Nadejda aimait les arranger. Comment ça? Demanda Dante. Tu te souviens comment Nadejda organisait toujours les livres dans la bibliothèque par couleur et non par ordre alphabétique. Céleste a fait la même chose le premier jour, sans que personne ne le lui demande. Céleste lâcha la tasse de café de ses mains tremblantes. Je n'ai même pas remarqué que je le faisais. C'était automatique. Et il y a autre chose, continua Marina. Hier soir, je regardais les vieilles photos que nous avons trouvées. Il y en a une de la petite Nadejda à 3 ans, jouant dans le jardin. Elle fait exactement la même expression que Céleste fait quand elle était concentrée sur le nettoyage. Dante se leva et se dirigea vers un tiroir où il gardait des photos. Il en choisit une spécifique et la montra à Céleste. C'est ma sœur jouant avec une poupée dans le salon. Regarde comment elle tient la poupée. Céleste regarda la photo et sentit des frissons. Instinctivement, elle tenait sa tasse de café de la même manière que la fille sur la photo tenait la poupée, les 2 mains serrées contre sa poitrine. Ça ne prouve rien, marmonna-t-elle, mais il n'y avait pas de conviction dans sa voix. Le téléphone de Dante sonna. C'était l'inspecteur Marcos. Signore Cavalcanti, nous venons d'interroger votre oncle Benedicto. Il a avoué. Dante faillit laisser tomber le téléphone. Avouer quoi? Tout. L'enlèvement, la remise de l'enfant à une famille dans une autre ville, la destruction des documents. Il a dit qu'il ne pouvait plus garder ce secret après tant d'années. Céleste s'approcha, essayant d'entendre la conversation. « Mais pourquoi a-t-il fait ça ?» demanda Dante. « L'argent, comme nous le supposions. Quand votre grand-père a décidé d'inclure Nadejda dans l'héritage, Benedicto est tombé dans le désespoir. Il devait déjà beaucoup d'argent et pensait que si la fille disparaissait, sa part de l'héritage serait divisée entre les autres membres de la famille. Et la famille qu'il a prise, selon Benedicto, c'était un couple d'amis lointains qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Antonio et Rosa Silva. Ils ne savaient rien de l'enlèvement. Benedicto a inventé une histoire selon laquelle c'était une orpheline qui avait besoin d'une famille. Céleste tomba lourdement sur une chaise. Antonio et Rosa, ses parents adoptifs. Tout se connectait d'une manière effrayante. « Inspecteur, dit s'en aller, dit Dante au téléphone. J'ai besoin que vous me confirmiez une chose. Les parents adoptifs de Céleste sont Antonio et Rosa Silva. » Une longue pause. « Oui, ce sont eux. Benedicto nous a donné l'adresse complète. Ils vivent à Villa Esperanza. » L'ironie du sort. Dante raccrocha et regarda Céleste qui pleurait silencieusement. « Ils vont bien, mes parents ?» sanglota-t-elle. « Ils ne savaient rien. Ils m'ont vraiment aimé toutes ces années, pensant qu'ils aidèrent une orpheline. » « Et ils aidaient, dit doucement Dante. Ils t'ont sauvé, Céleste.
Si tu étais resté avec Benedicto, nous ne savons pas ce qui serait arrivé. » Marina s'approcha et serra Céleste dans ses bras, comme si c'était sa propre fille. « Ma chère, tes parents adoptifs sont des anges, ils t'ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient. »« Mais je suis vraiment Nadejda ?» Dante termina d'une voix rauque. « Tu es ma sœur, Nadejda. » Le silence qui suivit fut différent de tous les autres. Il n'était ni gênant ni tendu. C'était le silence de deux personnes digérant une vérité qui changerait leur vie pour toujours. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Dante sortant de la cuisine et revenant quelques minutes plus tard avec un vieil album photo. Il l'ouvrit à une page spécifique, révélant une photo de deux enfants jouant dans le jardin du manoir. Un garçon d'environ 2 ans et une fille un peu plus âgée, tous deux souriant à l'appareil photo. « Cette photo a été prise 3 jours avant ta disparition. C'est toi et moi. » Céleste regarda l'image et, pour la première fois, depuis que tout avait commencé, elle eut un souvenir clair et net. Elle se vit courant dans le jardin, poursuivant un petit garçon qui riait aux éclats en s'enfuyant. Elle se souvint de l'odeur des fleurs, du bruit de la fontaine, du sentiment de sécurité qu'elles éprouvaient dans cette maison. « Dante, souffla-t-elle, je me souviens de toi. » Et pour la première fois en 26 ans, les frères et sœurs Cavalcanti se serrèrent dans les bras. Le résultat du test ADN arriva 2 jours plus tard, confirmant ce que tout le monde soupçonnait déjà dans son cœur. Céleste était bien Nadejda Cavalcanti. L'inspecteur Marcos appela le jeudi matin avec la nouvelle officielle. « 99,9% de compatibilité, annonça-t-il. Il n'y a aucun doute. » Dante raccrocha et regarda Céleste, qui était assise sur le canapé du salon, attendant nerveusement la confirmation. « C'est officiel, dit-il simplement. Tu es ma sœur. » Céleste couvrit son visage de ses mains et commença à pleurer. Ce n'étaient là pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement, mêlées à une confusion de sentiments qu'elle ne savait pas comment gérer. « Maintenant, je dois le dire à notre mère, » dit Dante en reprenant le téléphone. « Attends, » se leva rapidement Céleste. « J'ai peur. » « Peur de quoi ? Et si elle ne me reconnaît pas ? Et si c'est trop difficile pour elle ? 26 ans ont passé, Dante. Elle a l'image d'une enfant de 4 ans dans sa tête. Je suis maintenant une femme adulte. » Dante s'approcha et prit les mains de sa sœur. « Nadejda, je peux t'appeler comme ça ? Je pense que oui. Ce sera étrange au début, mais oui. Nadejda, notre mère n'a jamais cessé de te chercher. Elle a engagé des détectives privés pendant des années, publié des annonces dans les journaux, visité des orphelinats dans différentes villes. La chambre qui était la tienne reste exactement comme tu l'as laissée. Vraiment ? Viens, je vais te la montrer. » Dante conduisit Nadejda dans le couloir jusqu'à une porte qu'elle avait vue plusieurs fois pendant le nettoyage, mais où elle n'était jamais entrée. Il l'ouvrit lentement, révélant une chambre d'enfant préservée dans le temps. Les murs étaient peints en rose clair avec des dessins de princesses et de licornes. Il y avait un petit lit avec une literie à fleurs, une étagère pleine de poupées et de livres pour enfants, et une petite table avec des chaises où étaient encore rangés des crayons de couleur et du papier à dessin. « Maman nettoie cette chambre personnellement chaque semaine, » expliqua Dante. « Elle n'a jamais laissé personne toucher à quoi que ce soit ici. » Nadejda entra lentement, comme si elle marchait sur une terre sainte. Tout là-bas lui était étrangement familier. Elle se dirigea directement vers une poupée spécifique sur l'étagère, une ballerine aux cheveux blonds dans un tutu rose. « Cette poupée, » murmura-t-elle en la prenant dans ses mains. « Je m'en souviens. Elle s'appelait Isabella. Comme le nom de maman ?» Dante sourit, les larmes aux yeux. « Tu disais toujours que tu serais ballerine quand tu serais grande, comme la poupée. »« Je me souviens de toi aussi, » continua Nadejda. Les souvenirs coulaient comme un barrage qui avait enfin cédé. Tu étais si petit, tu me suivais toujours dans le jardin. Tu m'as appris à compter jusqu'à 10 et je sautais toujours le chiffre 7. J'ai encore parfois du mal avec le 7, rit Dante. Nadejda s'assit sur le petit lit, serrant la poupée contre sa poitrine. Je me souviens d'une chanson que maman me chantait avant de dormir. Dors, mon amour. Maman est là pour te protéger jusqu'au lever du soleil. Dante termina la chanson. Elle chante encore cette chanson parfois, quand elle est triste. Dante, j'ai besoin de la voir. Maintenant. Tu es sûr ? Tu veux que j'appelle d'abord ? Non, je veux que ce soit une surprise. Une bonne surprise, j'espère. Dante prit les clés de la voiture. Elle vit à 40 minutes d'ici. Tu veux prendre quelque chose avec toi ? Nadejda regarda autour de la chambre et son regard s'arrêta sur une petite boîte à musique sur la commode. Elle l'ouvrit et une douce mélodie commença à jouer, tandis qu'une petite ballerine tournait au centre. Cette boîte, je me souviens qu'elle était mon trésor le plus précieux. Tu peux la prendre. Le trajet jusqu'à la maison d'Isabella se passa en un clin d'œil.
Nadejda était trop nerveuse pour parler, et Dante respecta son silence. Quand ils arrivèrent devant la maison, une résidence élégante mais pas ostentatoire, ils restèrent assis dans la voiture pendant quelques minutes. « Et si elle ne me croit pas ?» demanda Nadejda. « Elle te croira, les mères savent toujours. » Ils s'approchèrent de la porte d'entrée. Dante sonna et ils attendirent. Des pas se firent entendre de l'autre côté de la porte. « Qui est-ce » retentit la voix d'Isabella. « C'est moi, maman. »« Dante, j'ai amené quelqu'un pour te présenter. » La porte s'ouvrit, révélant une dame élégante aux cheveux gris et aux yeux bruns, identiques à ceux de Nadejda. Isabella portait une robe bleu clair, et à son cou pendait le pendentif en or avec la rose. « Dante, mon cher, quelle surprise! Et qui est cette belle jeune fille ?» Isabella regarda Nadejda et son sourire s'effaça lentement. Ses yeux se concentrèrent sur le visage de la jeune femme, étudiant chaque détail, chaque trait. « Mon Dieu !» souffla-t-elle en posant une main sur sa poitrine. « Maman, dit doucement Dante, c'est Nadejda, notre Nadejda. » Isabella resta figée un instant, qui parut une éternité. Puis ses yeux se remplirent de larmes, et elle tendit une main tremblante pour toucher le visage de Nadejda. « Ma fille, murmura-t-elle, ma petite Nadejda. »« Bonjour maman, dit Nadejda d'une voix tremblante. Je suis rentrée à la maison. » Isabella éclata en sanglots et attira sa fille dans une étreinte désespérée, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Ma fille, ma chère fille, je savais que tu reviendrais. Je l'ai toujours su. » Elles se serrèrent dans les bras dans l'embrasure de la porte, pleurant et riant en même temps, tandis que Dante observait avec émotion la rencontre dont il avait rêvé toute sa vie. « Comme tu as grandi ?» Isabella écarta Nadejda pour mieux la voir. « Tu es si belle, si adulte, mais tes yeux sont restés les mêmes. Ce sont les yeux de ma petite. »« Maman, je t'ai apporté quelque chose, » dit Nadejda en montrant la boîte à musique. « Tu te souviens ?» Isabella prit la boîte avec des mains tremblantes et l'ouvrit. La mélodie familière commença à jouer, et la ballerine se mit à nouveau à tourner. « Bien sûr que je m'en souviens. Je t'ai offert cette boîte pour ton 4e anniversaire. Tu disais que tu y garderais tous tes secrets. Et je les ai gardés. Le plus grand secret était que j'ai toujours senti que j'appartenais à un endroit spécial, même si je ne m'en souvenais pas bien. « Entrez, entrez. » Isabella remarqua enfin qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte. « J'ai besoin de tout savoir. Comment vas-tu? Où étais-tu toutes ces années? Qui a pris soin de toi ?» À l'intérieur de la maison, assise dans le salon, Nadejda raconta toute son histoire. Elle parla d'Antonio et Rosa, de la façon dont ils l'avaient aimée et prise soin d'elle, de la vie simple mais heureuse qu'ils avaient vécue ensemble. « Ce sont des gens merveilleux, expliqua-t-elle. Ils n'ont jamais su la vérité, mais ils m'ont donné tout l'amour qu'une fille peut recevoir. Je veux les rencontrer, dit immédiatement Isabella. Je veux les remercier personnellement d'avoir pris soin de mon trésor le plus précieux. Ils seront ravis. Ils m'ont toujours dit que si jamais je retrouvais ma famille biologique, ils seraient heureux pour moi. » Dante prit les mains des deux. « Maintenant, nous sommes à nouveau une famille complète, et Benedicto paiera pour tout ce qu'il a fait. »« Benedicto a été arrêté ?» demanda Isabella. « Hier, il a tout avoué. Il va passer longtemps en prison. » Isabella ferma les yeux un instant, comme si elle digérait des années de douleur et de colère. « Je pardonne, dit-elle enfin. Pas à lui, mais à nous. Je ne veux pas que la haine empêche le bonheur d'avoir retrouvé ma fille. » Nadejda regarda sa mère biologique avec admiration. « Tu es exactement comme je me souvenais de toi, forte et pleine d'amour. Et tu es exactement comme je rêvais que tu serais. Ma petite a grandi et est devenue une femme incroyable. » À ce moment-là, assises sur le canapé du salon, mère et fille furent enfin réunies après 26 ans de séparation. Et pour la première fois depuis l'enfance, Nadejda se sentit vraiment complète. Une semaine après la rencontre émouvante, la vie au manoir Cavalcanti avait complètement changé. Nadejda décida d'y rester, au moins temporairement, pour rattraper le temps perdu avec sa famille, mais insista pour continuer à travailler comme femme de ménage. « J'aime prendre soin de cette maison, » expliqua-t-elle à Dante, qui trouvait absurde que l'héritière de la famille continue à nettoyer. « Ce n'est pas seulement un travail pour moi, c'est une forme de soin. Mais tu n'as plus besoin de travailler, Nadejda. Tu as droit à ta part de l'héritage, à l'entreprise, à tout. Je sais, mais l'argent n'est pas le plus important. Maintenant, je veux mieux connaître ma famille, retrouver des souvenirs, créer de nouveaux moments. » Dante sourit. Sa sœur avait grandi avec des valeurs solides, et cela le rendait heureux. Isabella visitait le manoir tous les jours. Elle et Nadejda passaient des heures à parler, à regarder des albums photos, à revivre des histoires d'enfance. La mère racontait les premiers pas de sa fille, ses premiers mots, ses bêtises d'enfant. «
Tu étais une fille très curieuse, riait Isabella en montrant une photo de Nadejda, couverte de peinture après une aventure artistique. Toujours à tout toucher, toujours à poser des questions. Certaines choses ne changent jamais, sourit Nadejda. Antonio et Rosa se plaignaient toujours que je posais trop de questions. La première rencontre des deux familles fut émouvante. Antonio et Rosa arrivèrent au manoir un dimanche matin, nerveux mais curieux de rencontrer la famille biologique de la fille qu'ils avaient entélevée. « Merci », fut la première chose qu'Isabella dit en voyant Rosa. « Merci d'avoir pris soin de ma fille avec tant d'amour. » Rosa, une dame simple aux cheveux gris et aux mains calleuses par le travail, se mit à pleurer. « Elle a toujours été notre fille de cœur. Nous voulons seulement qu'elle soit heureuse. »« Et elle est heureuse, Isabella, » assura Rosa. « Vous avez élevé une femme merveilleuse. » Antonio, un homme timide et travailleur, était impressionné par l'élégance du manoir, mais Dante le mit bientôt à l'aise. « Vous aimez le football, signor Antonio ? Nous avons une grande télévision dans la pièce du fond. Nous pouvons regarder le match ensemble. » À partir de ce jour, une nouvelle et heureuse routine s'installa. Antonio et Rosa visitaient le manoir le week-end et Isabella se rendait souvent dans la maison simple du couple pour des déjeuners en famille. Nadejda naviguait naturellement entre les deux mondes, heureuse d'avoir deux familles qui s'aimaient. Marina fut ravie d'apprendre qu'elle pouvait continuer à travailler au manoir. « J'avais peur qu'avec les changements, vous n'ayez plus besoin de moi. »« Marina, tu fais partie de cette famille depuis 15 ans, dit Dante. Et maintenant que ma sœur est revenue, nous avons besoin de toi plus que jamais. Quelqu'un doit apprendre à Nadejda les recettes de famille. »« J'adorerais apprendre, s'enthousiasma Nadejda. J'ai toujours aimé cuisiner. » Carlos resta également à son poste. En fait, Dante augmenta son salaire en remerciement d'avoir eu le courage de dire la vérité sur ce qu'il avait vu le jour de l'enlèvement. « Si vous n'aviez pas parlé, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité, dit Dante au jardinier. « Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps, répondit Carlos, mais j'avais peur des menaces de votre oncle. Benedicto fut condamné à 12 ans de prison pour enlèvement qualifié. Pendant le procès, il demanda pardon à la famille, mais le mal était déjà fait. 26 ans de douleur et de séparation ne pouvaient être effacés par des mots. « Je pardonne, mais je ne peux pas oublier, » dit Isabella après le verdict. « Il a volé des années précieuses de la vie de ma fille et de notre famille. » Nadejda décida d'utiliser une partie de son héritage pour aider les enfants disparus. Elle créa une fondation en partenariat avec la police civile pour améliorer les systèmes de recherche et de regroupement familial. Si mon histoire peut aider d'autres familles à se retrouver plus rapidement, alors tout en valait la peine, annonça-t-elle lors du lancement de la fondation. Dante changea également. L'expérience d'avoir failli perdre sa sœur à cause des préjugés et de la précipitation le rendit plus humble et plus prudent dans ses jugements. Il commença à traiter tous les employés de l'entreprise familiale avec plus de respect et d'attention. « Tu m'as appris que la valeur d'une personne n'est pas dans les vêtements qu'elle porte ou la fonction qu'elle exerce, » dit-il à Nadejda un jour, alors qu'il se promenerait dans le jardin du manoir. « Et tu m'as appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, » répondit-elle. « C'est un choix, c'est de l'amour, c'est de la présence. » Le pendentif en or avec la rose retourna au cou de Nadejda. Mais maintenant elle connaissait exactement son origine et sa signification. C'était plus qu'un bijou. C'était le symbole d'une famille réunie et d'un amour qui avait résisté au temps et à la séparation. Chaque soir, avant de s'endormir, Nadejda regardait par la fenêtre de son ancienne chambre, qu'elle avait décidé de laisser telle qu'elle, la transformant en un mémorial de son enfance perdue et retrouvée, et remerciait d'avoir deux familles qui l'aimaient inconditionnellement. Le manoir Cavalcanti, qui avait été silencieux et mélancolique pendant des années, était maintenant plein de vie, de rires et de conversations animées. C'était à nouveau une vraie maison. Et pour la première fois en 26 ans, tout le monde dormait paisiblement, sachant que la famille était complète. 6 mois après la révélation qui avait changé leur vie, la famille Cavalcanti organisa une célébration spéciale. C'était l'anniversaire de Nadejda. Elle fêtait ses 31 ans. Le premier qu'elle célébrait en connaissant sa véritable identité. Le manoir était décoré de fleurs du jardin que Carlos entretenait avec tant de soin. Marina prépara un banquet avec tous les plats préférés de la famille. Antonio et Rosa arrivèrent tôt, apportant un gâteau fait maison, une recette que Nadejda adorait depuis l'enfance. « Ce gâteau a le goût de mon enfance, » dit Nadejda en serrant ses parents adoptifs dans ses bras. « Merci d'avoir gardé la recette toutes ces années. »« Nous avons gardé bien plus que des recettes, » sourit Rosa. « Nous avons gardé tout l'amour que nous ressentions pour toi. » Isabella observait la scène, le cœur débordant. Voir sa fille entourée de tant d'amour, à la fois de sa famille biologique et de sa famille adoptive, était un cadeau qu'elle n'aurait jamais pensé recevoir. « Nadejda » appela-t-elle. «
J'ai une surprise pour toi. » Isabella tendit une petite boîte enveloppée dans du papier doré. À l'intérieur se trouvait une bague délicate avec une petite rose en or, identique au pendentif. Cette bague appartenait à ton arrière-grand-mère, puis à ta grand-mère, et elle devait être à toi quand tu aurais eu 18 ans. Maintenant, elle est enfin entre tes mains. Nadejda mit la bague à son doigt et sourit. Elle est parfaite. Merci d'avoir gardé mon histoire, même quand je n'étais pas là pour la vivre. Dante s'approcha avec une coupe de champagne à la main. Je voudrais porter un toast. Tout le monde prit sa coupe et se rassembla dans le salon. Il y a 6 mois, j'ai failli commettre la plus grande erreur de ma vie, commença Dante, regardant droit vers Nadejda. J'ai laissé les préjugés et la méfiance m'aveugler à la vérité qui était juste devant moi. J'ai jugé une personne sur l'uniforme qu'elle portait, et non sur le caractère qu'elle démontrait. Il fit une pause, ému. Nadejda, tu m'as appris que la vraie famille est celle que nous choisissons d'aimer et de protéger chaque jour. Antonio et Rosa ont été ta famille quand tu avais besoin d'eux. Marina et Carlos sont notre famille choisie. Et maintenant nous sommes tous une seule grande famille, plus forte. Et j'ai appris, continua Nadejda, qu'on peut appartenir à 2 endroits à la fois, que l'amour ne diminue pas quand on le partage. Il se multiplie, que nous n'avons pas besoin de choisir entre le passé et le présent, mais d'honorer les deux. Antonio, toujours timide, demanda à parler aussi. Rosa et moi avons toujours craint le jour où notre Céleste découvrirait ses origines. Nous pensions que nous perdrions notre fille, mais nous avons découvert que nous avions gagné toute une famille. Et nous avons gagné des parents merveilleux, ajouta Isabella en tenant la main de Rosa. Vous avez fait pour Nadejda tout ce que je n'ai pas pu faire. Vous avez élevé une femme honnête, travailleuse, douce. Nous serons éternellement reconnaissants. Marina servit le dîner, et tout le monde s'assit à la grande table de la salle à manger. La même table où, quelques mois auparavant, Nadejda nettoyait en silence, sans savoir que c'était sa place légitime. Pendant le repas, ils partagèrent des histoires, rirent de souvenirs amusants et planifièrent à l'avenir. Nadejda annonça qu'elle reprendrait ses études pour étudier l'administration, maintenant qu'elle pouvait compter sur le soutien de sa famille pour poursuivre ses études. « Je veux aider à gérer l'entreprise familiale, dit-elle, mais je veux aussi développer la fondation pour les enfants disparus. J'ai beaucoup de rêves à réaliser. Et nous serons là pour soutenir chacun d'entre eux, assura Dante. Lorsque la fête se termina et que les invités rentrèrent chez eux, Nadejda resta seule dans le jardin, regardant les étoiles. Dante la trouva là, assise sur un banc près de la fontaine. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À quel point la vie est incroyable, répondit-elle. Il y a 6 mois, j'étais juste une femme de ménage à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, je suis une fille, une sœur, une petite fille, et j'ai 2 familles Tamame qui m'aiment. Tu as toujours été tout cela, dit Dante. Nous avions juste besoin de le découvrir. Nadejda toucha le pendentif à son cou, son porte-bonheur, qui s'était révélé être bien plus que cela. Dante, merci de m'avoir donné une chance. Même après m'avoir accusé, tu as eu l'humilité d'écouter la vérité. Et merci à toi de m'avoir appris que nous devons toujours regarder au-delà des apparences, que la valeur d'une personne est dans son cœur, pas dans les vêtements qu'elle porte ou le travail qu'elle fait. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, contemplant les étoiles et l'avenir plein de possibilités qui s'ouvraient devant eux. L'histoire de la femme de ménage qui s'était découverte héritière n'était pas une question d'argent ou de statut social, mais d'amour, de pardon, de seconde chance et de l'incroyable force des liens familiaux, qu'ils soient écrins de sang ou de cœur. Et tous vécurent heureux, sachant que la vraie famille est celle que nous choisissons d'aimer chaque jour. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires de quelle ville vous venez. Voyons quel endroit domine nos vues. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Un grand bonjour et à la prochaine.